Bonjour, Elisabeth Coupé-Soubeyran, bienvenue au lycée Montaigne. Je pense que je parle au nom de tout le monde si je dis que c'est avec une grande joie et beaucoup d'impatience que nous allons vous écouter ce matin. Aujourd'hui, vous allez nous parler de finances, de banque, mais également de climat et d'environnement. Donc, c'est des sujets qui peuvent paraître contradictoires et c'est donc tout là l'enjeu de votre présentation aujourd'hui. Pour vous représenter rapidement, vous êtes aujourd'hui maître de conférence à l'université Paris 1, mais vous êtes également chercheuse en économie. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui vont des livres, mais également participer à des rapports officiels. Aujourd'hui, je vais rappeler quelques ouvrages, comme par exemple Blabla Banque ou encore Monnaie Banque Finance. Et puis en 2014, vous avez remporté le prix des lycéens Lire l'économie pour votre ouvrage L'économie pour toutes. Donc, dans vos ouvrages, on perçoit toute l'importance de l'économie et c'est un sujet que vous essayez aujourd'hui de rendre très actuel. Et donc, encore une fois, merci beaucoup. Et d'ailleurs, par votre intervention, vous rétablissez la parité, puisque nous avions reçu il y a quelques mois, ici même au lycée Montaigne, Philippe Ayon. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, pour votre invitation. Ça va le son, hein? Vous préférez que je parle? Le titre de Béatrice était bien meilleur que celui-ci, en fait. C'est vrai, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les banques centrales peuvent agir pour le climat? Est-ce que ça fait partie de leur mission? Et autrement dit, est-ce qu'on peut verdir la politique monétaire justement pour engager cette action des banques centrales pour le climat? Et le sous-titre là que vous voyez, plusieurs nuances de vert, peut sembler un peu prime sautier, mais vous comprendrez pourquoi en fait, parce qu'il y a plusieurs options, plus ou moins vertes, et donc plus ou moins engageantes, qui permettent d'agir plus ou moins fort. Et je ne voudrais pas que ce sous-titre un peu prime sautier vous donne l'impression qu'en fait, on est vraiment très très loin de ce qui se passe actuellement et du contexte angoissant de la crise géopolitique qui s'est ouverte. Parce que je pense que vous le verrez au fil de la présentation et puis peut-être qu'on pourra l'aborder plus directement dans les questions, mais il me semble qu'en fait, la vraie réponse au contexte macroéconomique actuel, au renforcement de l'inflation dans le contexte actuel, en fait, c'est la lutte résolue contre le dérèglement climatique. C'est une vraie transition énergétique. D'accord ? Donc, ce dont on parle, finalement, si vous voulez, contribue à la réponse à apporter. Donc, on n'est pas décalé en dépit de ce sous-titre un peu léger. La présentation que je vais faire s'appuie sur deux textes que vous allez pouvoir retrouver assez facilement. Une première note qui a été réalisée en décembre 2020 à l'Institut Veblen, qui étudie le rôle de la politique monétaire dans la transition écologique en faisant justement le tour des propositions de verdissement. C'est quelque chose d'assez accessible. L'Institut Veblen, c'est un think tank qui travaille sur la transition écologique, qui essaie d'être force de proposition, et on s'adresse à un assez large public. Donc, ça s'appuie vraiment, si vous voulez, sur du travail académique, mais c'est à la portée d'un large public. Et c'est comme ça que j'aime travailler, d'ailleurs. J'ai mes sujets de recherche, mes sujets d'expertise, mais pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, si je n'en présente pas les résultats aux citoyens, aux citoyennes, à un public assez large, aux décideurs, évidemment. Donc, il faut vraiment que ça percute, si vous voulez, la sphère publique. Et le deuxième texte que vous pourrez récupérer assez facilement, c'est un chapitre du petit opuscule Économie mondiale que vous connaissez, j'imagine, c'est l'ouvrage annuel du CEPI. Il y a des déclinaisons que vous connaissez sans doute aussi, l'économie européenne qui est réalisée par l'OFCE, ils nous ont copié. Il y a l'AFD aussi qui nous a copié en faisant l'économie africaine. Et ce sont des ouvrages qui sont pratiques, qui sont collectifs, qui sortent chaque année. Et dans l'économie mondiale 2022, celui de l'an passé, qui se projette
hein, sur l'année, à chaque fois sur l'année à venir. Donc, c'est l'ouvrage de 2021, l'économie mondiale 2022. Eh bien, il y avait un chapitre sur justement cet engagement des banques centrales à agir pour le climat. Donc, vous le retrouverez, c'est en libre accès sur Cairn. Et puis, je vous encourage aussi à aller faire un petit tour sur le site du CEPI parce que tous les économies mondiales des années passées sont en libre accès. Donc, vous les retrouverez facilement. Préambule pour simplement insister sur les notions clés, sur les notions indispensables pour entrer dans la présentation que je vais vous faire. D'accord ? Donc, première notion clé, mais vous connaissez, j'en suis certaine, la notion de banque centrale. D'accord ? L'institution qui est la Banque centrale, c'est une institution indépendante du pouvoir politique, qui est censée être indépendante du pouvoir financier. Ça, c'est beaucoup moins sûr, mais ce sera un autre sujet. Donc, une institution indépendante qui a pour mission de veiller à la stabilité monétaire, c'est-à-dire en fait la stabilité des prix, d'accord, dans les pays occidentaux, parce que c'est la stabilité monétaire interne, donc la stabilité des prix. Également, depuis la crise financière de 2007-2008, eh bien, les banques centrales ont pour mission de veiller à la stabilité financière. Alors, bon, ça aussi, ça pourrait faire une belle séance de discussion parce que pas sûr que leurs actions des dernières années aient véritablement contribué à la stabilité financière, mais l'avenir nous dira. Et puis, elle veille aussi à la stabilité économique en essayant, vous savez, de ramener normalement le produit intérieur brut à son niveau potentiel. Ça évite les écarts, d'accord, entre le produit intérieur brut et son niveau potentiel. Ça, c'est une première notion clé. On va parler des banques centrales, donc c'est pas mal de rappeler ce qu'est une banque centrale. On va parler aussi politique monétaire. La politique monétaire, c'est l'ensemble des opérations réalisées par les banques centrales, parce que les politiques monétaires sont conduites par les banques centrales. Donc, ensemble des opérations conduites par les banques centrales pour atteindre les objectifs que j'ai définis juste au-dessus, que j'ai rappelés juste au-dessus. Et l'ensemble des opérations, ça veut dire bien la fixation du taux d'intérêt directeur quand le taux d'intérêt directeur constitue encore un instrument. D'accord ? Donc, jusqu'à une période très, très récente, eh bien, les taux d'intérêt étaient au plancher. Okay ? Et donc, ce n'était plus un instrument. L'instrument alternatif au taux d'intérêt, c'est un instrument non conventionnel à travers ce qu'on appelle le quantitative easing. Vous connaissez ces notions-là, à travers les achats massifs de titres des banques centrales sur les marchés. Ça, c'est devenu une opération majeure des banques centrales, un instrument majeur des banques centrales. Alors, peut-être que ça va moins l'être dans les mois à venir, dans les années à venir. C'est ce qu'on se disait avant la guerre en Ukraine. Là, maintenant, si vous voulez, les cartes sont un peu rebattues parce que les banques centrales vont quand même être dans une situation encore plus compliquée à gérer, d'accord, que celle dans laquelle elles étaient avant cette guerre. Ensuite, bien sûr, on va parler de transition écologique. Alors, c'est important de rappeler les différentes dimensions de la transition écologique parce que souvent, on va un peu vite et puis on dit transition écologique ou transition climatique ou transition énergétique. D'accord ? Il y a plusieurs dimensions en fait dans la transition écologique. Et je pense qu'une définition assez simple consiste à dire que c'est l'ensemble des transformations à opérer pour à la fois réduire le réchauffement climatique, ce qui passe par une réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que les deux sont très liés. Hein, les rapports du GIEC le démontrent amplement. Transformation à opérer aussi pour dépolluer, parce que la pollution, eh bien, c'est également, si vous voulez, quand même une dimension importante. Et puis, autre dimension fondamentale dont on ne parle pas suffisamment, c'est la biodiversité. Le fait que nos modes de production ont largement contribué à dégrader la biodiversité, qu'il nous faut la restaurer. Donc, par la transition écologique, par l'ensemble de ces transformations, il s'agit en fait d'installer nos modes de production, nos modes de consommation sur une trajectoire qui respecte les limites planétaires. Et là aussi, ça nous amènerait vers un autre sujet, mais
tout ça, en fait, va de pair avec une transition sociale, parce qu'il y a tellement d'efforts à consentir que si vous faites porter les efforts sur des gens qui souffrent, déjà, ce ne sera pas possible. D'accord? Donc, transition écologique et transition sociale sont étroitement liées. Et ça, c'est un des messages importants, d'ailleurs, du dernier rapport du GIEC. Et puis, j'en termine avec mes notions clés. Il ne s'agit pas de faire une liste à la faveur, mais j'en termine avec une notion clé, une notion fondamentale. Alors, je ne vais peut-être pas la prononcer beaucoup, en fait, dans ma présentation, mais ce sera quelque chose de sous-jacent, surtout vers la fin. Et il faut absolument que vous l'ayez en tête. C'est la notion de double matérialité. Quand on parle de transition écologique, et en particulier quand on parle finance et transition écologique. Quand on regarde le lien entre finance et transition écologique. Alors, ça veut dire quoi, cette double matérialité? C'est l'idée, si vous voulez, d'un double impact. C'est l'idée que le dérèglement climatique a un impact financier. D'accord? Le dérèglement climatique, ce sont des risques financiers qui vont donc peser sur les acteurs de la finance et qu'ils doivent prendre en compte. Ça, vous allez voir, ils commencent à en avoir tout à fait conscience. Mais ça, ce n'est qu'un pan, en fait, de l'histoire. Et le deuxième pan, eh bien, c'est l'impact climatique de la finance. D'accord? Ça veut dire que si on continue de financer des secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre, des secteurs qui contribuent à dégrader la biodiversité, eh bien, alors la finance, si vous voulez, va continuer de contribuer très fortement au dérèglement climatique. D'accord? Donc, cette double matérialité, c'est l'impact financier du climat et, de l'autre côté, l'impact climatique, ou si vous voulez, l'impact physique même de la finance. Et vous voyez qu'en fait, si on veut mettre la finance au service de la transition écologique, eh bien, il ne faut pas seulement se préoccuper des risques financiers induits par le risque climatique, il faut aussi se préoccuper du risque physique que fait porter la finance. D'accord? Donc, il faut agir sur les deux pans. Si on n'agit que d'un seul côté, ça fonctionne. Bon, voilà pour les notions qui nous permettent maintenant d'entrer vraiment dans la présentation. Je vous propose qu'on progresse en 3 points. D'accord? Premier temps, je vais essayer de vous montrer que les banques centrales ont vraiment changé de discours à propos de la transition écologique, à propos du risque climatique, à propos du climat. D'accord? Parce qu'avant, eh bien, elles faisaient entendre que ce n'était pas du tout leur travail. Ce n'est pas leur job, le climat. Le discours a bien changé, vous allez voir. Deuxième temps, le discours c'est bien, les actes c'est mieux, d'accord? Et alors, quelles seraient les options pour agir? Quelles seraient les options pour agir? Il y en a plusieurs, d'accord? Et ça vous renvoie au sous-titre. Hein, il y a plusieurs nuances de vert pour verdir la politique monétaire. Et si je résume un peu les choses, eh bien, je dirais qu'il y a tout un ensemble d'options, on va dire vert clair, c'est-à-dire qui verdissent un petit peu. D'accord? Qui verdissent un petit peu, mais qui sont facilement envisageables parce que, en fait, ce sont des options qui ne nécessitent pas de chamboulement institutionnel. C'est tout à fait compatible avec le mandat de la Banque centrale. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement prêtes à opter pour toutes ces options, si vous voulez, de verdissement, hein, vert clair. En tout cas, toutes ces options-là que je vais vous présenter, elles sont compatibles avec le mandat de la Banque centrale. Et puis, il y a une option vert vif. L'option vert vif, c'est celle qui permettrait de verdir vraiment la politique monétaire, parce que c'est celle qui permettrait de mettre la Banque centrale au service du financement de la transition écologique. Alors, cette option-là, elle n'est pas du tout compatible avec le mandat de la Banque centrale. D'accord? Et donc, ça impliquerait un chamboulement institutionnel. Alors, certains diront, ce n'est même pas la peine d'y penser, c'est interdit par le mandat. Moi, il me semble qu'il n'est pas interdit de penser à des choses qui ne sont pas aujourd'hui dans le mandat, parce que le mandat de la Banque centrale, ça se décide,
D'accord, ça se décide collectivement, ça se vote. Okay, et ce n'est pas gravé dans le marbre. On peut choisir on peut choisir de notre ensemble. Et puis le troisième temps, ben, ça va être un peu, si vous voulez, de comparer ce que les banques centrales font ou disent qu'elles vont faire à ce qu'il faudrait faire, ou en tout cas à l'espace, si vous voulez, des options disponibles. D'accord? Donc, est-ce qu'elles joignent les actes à la parole? Je ne veux pas vous spoiler, mais bon, vous pressentez un peu la réponse. Bon, alors, premier temps, les banques centrales ont vraiment changé de discours à propos du climat. En fait, je vous l'ai dit rapidement en introduction, les banques centrales, les banquiers centraux et les banquières centrales, attention, il commence à y avoir quelques femmes également dans les banques centrales, pas assez, non. Il y a Christine Lagarde, bien sûr. Donc, les banques centrales et ceux qui étudient les banques centrales, les macroéconomistes de la monnaie, ont longtemps considéré, alors, longtemps considéré, pas exagéré non plus, parce que c'est même les macroéconomistes de la monnaie ont mis du temps à s'intéresser aux questions du climat. Mais en tout cas, tout ce monde a longtemps considéré que le climat n'entrait pas dans les missions de la Banque centrale. Et alors, il y avait un principe de neutralité monétaire, on dit aussi parfois neutralité de marché, d'accord, qui servait pas mal de prétexte, qui servait de justification. Alors, ce principe de neutralité monétaire, en fait, c'est le principe selon lequel les opérations réalisées par la Banque centrale dans le cadre de sa politique monétaire ne doivent surtout pas déformer la structure du marché, même si vous voulez la structure de l'économie. D'accord ? Donc, quand la Banque centrale, par exemple, prend des titres en garantie, quand elle en achète, eh bien, il faudrait qu'elle veille à ne surtout pas être sélective, d'accord, pour ne pas déformer, si vous voulez, le marché, pas privilégier certains titres plutôt que d'autres. Ce principe de neutralité monétaire, il commence à être de plus en plus remis en question. Alors, parfois, vous avez quelques banquiers centraux ou même quelques parlementaires qui font réémerger un peu ce principe dans un esprit très conservateur, mais c'est un principe qui a du plomb dans l'aile. Alors, quand est-ce que ça a commencé quand est-ce que ce genre de principe a pris du plomb dans l'aile et quand est-ce que, surtout, les banques centrales ont commencé, si vous voulez, à se préoccuper du climat? Alors, on construit toujours un peu des narratifs, des histoires pour fixer des dates, mais je pense que ce n'est pas complètement artificiel. En fait, il y a un discours à retenir et qui a fait date, qui a servi, si vous voulez, un peu de catalyseur, qui a éveillé la conscience des financiers. C'est le discours de Mark Carney. D'accord, Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, quand il a prononcé ce discours. Et ce discours, il s'intitule « Briser la tragédie des horizons ». Il a été prononcé en 2015, un petit peu avant la COP21. Alors, je vous ai mis une petite photo là, de Mark Carney qui est avec un très beau costume, un nœud papillon, et qui fait ce discours à la Lloyds. Il s'adresse à un parterre de financiers, d'assureurs, et que leur explique-t-il? Alors, vous le retrouverez, ce discours-là, il est en lien sur le 80. Ce qu'il leur explique, c'est cette tragédie des horizons. La tragédie des horizons, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, l'horizon des financiers, et d'ailleurs l'horizon aussi des décideurs publics, c'est un horizon court. D'accord? Mais l'horizon des financiers, c'est un horizon particulièrement court. Et l'horizon du dérèglement climatique, eh bien, c'est un horizon long. Alors, je dirais que c'est de moins en moins un horizon long parce que les manifestations du dérèglement climatique sont de plus en plus présentes. Donc, si vous voulez, le décalage est de moins en moins grand. Mais on prend conscience de ça depuis très peu de temps. Et quand Mark Carney s'exprime en 2015, il y a vraiment, si vous voulez, ce décalage fort d'horizon entre l'horizon très court des financiers et puis ce qu'on perçoit comme être l'horizon très long, d'accord, du dérèglement climatique. Donc, en gros, si vous voulez, ça veut dire qu'il faudrait consentir
à des dépenses énormes pour lutter contre un dérèglement climatique dont les bénéfices seront réalisés à très long terme, alors que les coûts, eux, eh bien, ils seront là à très court terme. Et donc, il explique ce décalage. Et puis surtout, ce qu'il explique, aux financiers qu'il a devant lui, c'est que le dérèglement climatique, ce sont des risques financiers pour les assureurs, pour les banquiers, etc. Alors, ce sont d'abord des risques physiques, des risques de dommages à indemniser, ça parle aux assureurs, d'accord, mais c'est aussi en fait un risque de transition. Risque de transition, pourquoi? Parce qu'en fait, si on avance sur le chemin de la transition écologique, certains actifs vont perdre de la valeur. D'accord, une action totale dans quelques années. Bon, à part si Total a véritablement réussi, si vous voulez, une complète transformation, ça ne vaudra pas grand-chose. D'accord? Donc, vous avez des actifs qui vont comme ça perdre de la valeur et qui vont s'échouer au bilan des acteurs de la finance. On parle d'ailleurs de stranded assets, d'accord? Des actifs échoués. Et donc, ça, c'est en plein dans le risque de transition. Et puis, il mentionne aussi, pour alerter, si vous voulez, les financiers qu'il a devant lui, il mentionne aussi des risques de responsabilité, en leur disant, attention, un jour, vous serez tenu pour responsable, en fait, de ce dérèglement climatique, si vous ne faites rien, si vous ne contribuez pas à réorienter les flux financiers. C'est un discours qui parle, parce que, hormis d'ailleurs ce risque de responsabilité, ce n'est pas un discours très culpabilisant. D'accord? Ce n'est pas un discours très culpabilisant, c'est un discours qui consiste surtout à dire aux financiers, vous savez, le risque climatique, c'est un risque financier. Si vous ne faites rien, vous allez y perdre. Ça, les financiers entendent. D'accord? Ce ne serait pas comme leur dire, oh là là, attention, c'est vous qui réchauffez la planète, c'est vous qui êtes responsable du dérèglement climatique. D'accord? Donc, il a su trouver, si vous voulez, le bon discours. Et de fait, eh bien, quelques mois après, il y a la COP21 qui, bien sûr, aussi va contribuer à davantage éveiller les consciences, mais ça va, si vous voulez, dans le secteur financier, ce discours-là va vraiment faire date. Et progressivement, eh bien, le discours va évoluer. Alors, il évolue pas instantanément. Et là, pour illustrer ça, eh bien, je mets deux citations de la même personne, de François Villeroy-de-Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France. Et vous avez donc une citation de François Villeroy-de-Galhau en novembre 2015. Il vient juste de prendre ses fonctions à la Banque de France. Donc, c'est très peu de temps après le discours de Marc Carnet. En fait, François Villeroy-de-Galhau met l'habit de banquier central après avoir été un banquier tout court. Et donc, dans ce discours, il dit ce que disent les autres banquiers centraux à cette époque-là. D'accord? Et que dit-il? Il dit, ne nous trompons pas sur la nature de la politique monétaire, elle doit permettre d'atteindre des objectifs macroéconomiques plutôt que des objectifs spécifiques à tel ou tel secteur. D'accord? L'assouplissement quantitatif, qui démarre en 2015, à ce moment-là, dans la zone euro, ne vise donc pas à promouvoir certains types d'actifs plutôt que d'autres, par exemple des actifs, si vous voulez, qui seraient émis par des entreprises peu émettrices de gaz à effet de serre, mais simplement à libérer les capacités de financement. Donc, dans cette citation-là, ce que vous comprenez, c'est le climat, ce n'est pas l'affaire de la Banque centrale. D'accord? Et puis, on se projette 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, le même François Villeroy-de-Galhau nous dit la prise en compte du changement climatique par l'eurosystème. L'eurosystème, vous savez, c'est Banque centrale européenne plus les banques centrales nationales de la zone euro, mais ni un abus de mission, ni une simple conviction militante ou une mode, c'est un impératif. D'accord? Donc, changement radical de discours que nous devons poursuivre au nom même de notre mandat actuel. Donc, ça veut dire que c'est au cœur du mandat. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord? Donc, vous voyez ce changement de discours. Autre illustration du changement de discours, les mots d'Isabelle Schnabel. Alors, si vous vous intéressez à la politique monétaire, en particulier à la politique monétaire européenne,
regardez les discours d'Isabelle Schnabel. Donc, c'est vraiment une macroéconomiste de la monnaie très intéressante. Elle est au directoire de la Banque Centrale Européenne, donc elle contribue, si vous voulez, à construire les décisions qui ensuite doivent être validées ou pas par le conseil des gouverneurs. Et Isabelle Schnabel, eh bien, régulièrement, elle remet en question le principe de neutralité dont je vous ai parlé, en disant, en substance, si vous voulez, que en présence de défaillance de marché, eh bien, la neutralité de marché, la neutralité monétaire dont j'ai parlé tout à l'heure, n'est sans doute pas le bon cadre. Et que ça peut même être, si vous voulez, complètement contre-productif. Ça peut accentuer la défaillance que de reproduire en fait cette structure de marché. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que derrière le discours, si vous voulez, d'Isabelle Schnabel, il y a bien cette idée que la neutralité monétaire, eh bien, elle n'est pas neutre du tout pour le climat. Elle va à l'encontre de la neutralité climatique. Et si la Banque centrale, dans ses grosses opérations d'achat de titres, ne se montre pas plus sélective pour exclure les titres des secteurs des énergies fossiles et pour privilégier des titres compatibles avec la transition écologique, eh bien, elle reproduit des structures de marché trop carbonées et auquel cas, eh bien, ça va à l'encontre en fait, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l'Union européenne s'est fixée. Alors, ce qui est en train de changer aussi, et ça pointait en fait dans la deuxième phrase de François Villeroy de Galhau, ce qui est en train de changer, c'est la façon de justifier que la Banque centrale européenne tienne compte du risque climatique. En fait, quand on sort du discours de Mark Carney, la façon, si vous voulez, de faire entrer le risque climatique dans l'action des banques centrales, c'est via la stabilité financière. En prévenant les financiers qu'attention, le risque climatique, ce sont des risques financiers, ils doivent les intégrer, ils doivent en tenir compte. Et ça, c'est une approche par les risques. En fait, le discours de Mark Carney eh bien, a ouvert, si vous voulez, cette approche par les risques. Alors, j'en ai dit le plus grand bien tout à l'heure, alors je peux en dire un petit peu de mal maintenant pour équilibrer. C'est une approche intéressante, mais c'est une approche réductrice. Si vous vous souvenez de la double matérialité que j'ai évoquée en introduction, eh bien, c'est une approche qui ne considère qu'un pan de cette double matérialité. C'est juste que ça prend en considération les risques financiers induits par le risque climatique, ça ne prend pas du tout en considération eh bien, l'impact physique de la finance et la nécessaire réorientation des flux financiers sur lequel d'ailleurs insistait la COP21. Donc, ça, c'était le début. Certains auteurs ont, même des acteurs publics, des parlementaires, ont souvent pointé le fait que, attention, eh bien, l'Union européenne a pris des objectifs, s'est fixé un objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, et il y a un article dans le mandat de la Banque centrale, qui définit le mandat de la Banque centrale, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'article 127, qui attend du système européen de banque centrale qu'il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, dès lors que ça ne porte pas préjudice à son objectif principal de stabilité des prix. Et donc, de ce point de vue-là aussi, eh bien, il serait tout à fait normal que la Banque centrale se préoccupe davantage du risque climatique. Puisque si elle ne le fait pas, et si elle reproduit justement des structures de marché trop carbonées, si elle continue finalement bien de reproduire, si vous voulez, une économie trop carbonée par ses actions de politique monétaire, eh bien, elle ira à l'encontre de ses objectifs de neutralité climatique. Et donc, elle contreviendra à cet article 127. Donc, vous voyez que ça, c'est un pas supplémentaire par rapport à l'approche par les risques. Et en fait,
ce que l'on perçoit aujourd'hui, c'est que les banquiers centraux, au moins dans leur discours, vont même plus loin que cela. Ils vont même plus loin que ce mandat secondaire. D'accord? Parce que ça, c'est le mandat, c'est l'objectif secondaire, si vous voulez, de la Banque centrale, que de contribuer aux objectifs de l'Union. En fait, ils vont plus loin parce qu'ils disent, et c'était le sens de la seconde phrase de François Villeroy-Gallo, mais en fait, tout ça, c'est bien au cœur de notre mandat, parce que le dérèglement climatique, évidemment, ce n'est pas simplement un problème pour la stabilité financière, c'est presque anecdotique, si vous voulez. C'est profondément déstabilisant sur le plan économique et monétaire. Ça va engendrer des tensions sur les prix. Et en fait, si vous y réfléchissez, c'est bien ce qu'on observe aujourd'hui. L'inflation, elle est tirée par quoi? Elle est tirée par les prix de l'énergie, par les prix des matières premières. Et cette variabilité des prix des matières premières, elle est très liée au dérèglement climatique. D'accord? Donc, on commence, si vous voulez, à percevoir les répercussions du dérèglement climatique sur les prix. Et tout ça signifie que si les banques centrales veulent vraiment, si vous voulez, atteindre leurs objectifs, eh bien, il faut absolument, donc leurs objectifs de stabilité monétaire notamment, et économique, eh bien, il faut absolument qu'elles se préoccupent bien davantage du climat, qu'elles s'engagent, d'accord, à lutter contre le dérèglement climatique. Elles ne peuvent pas le faire seules, bien entendu, d'accord, mais il faut qu'elles coordonnent leur action avec celle des États. Bon, alors, vous voyez que dans le discours, les choses sont en train d'évoluer. Les ONG regardent ça souvent avec beaucoup de doutes, d'accord, et parfois même avec beaucoup, si vous voulez, d'énervement. En avril 2021, 45 ONG conduites par l'ONG Reclaim Finance, eh bien, avaient dénoncé un exercice de funambule de la BCE en disant, eh bien, elle parle beaucoup, mais elle ne fait pas grand-chose. Et quand on regarde ses rachats d'actifs, donc les opérations d'achat de titres qu'elle réalise dans le cadre du quantitative easing, eh bien, ce qu'on voit, au niveau des achats d'actifs privés, ce qui n'est pas le gros des opérations de quantitative easing, mais quand on regarde le portefeuille de titres de la Banque centrale, eh bien, la Banque centrale européenne, elle finance 38 entreprises des énergies fossiles, dont 10 actifs dans le charbon, 4 dans le pétrole et gaz de schiste. Donc, portefeuille de titres très carboné, si vous voulez, en contradiction totale avec les beaux discours des banquiers centraux sur le climat qui témoignent pourtant d'une prise de conscience française. Donc, voilà, se pose la question de la cohérence entre les mots et les actes. J'en viens au deuxième temps. Si les banques centrales sont décidées à agir, que peuvent-elles faire? Comment peuvent-elles verdir leur politique monétaire? Donc, je l'ai dit, option vert clair et puis option vert vif. Donc, des options vert clair pour verdir un peu, mais verdir maintenant, parce que c'est réalisable dans le cadre institutionnel existant. Et une option vert vif pour verdir beaucoup plus, mais beaucoup moins facilement réalisable, parce que ça implique des changements institutionnels majeurs. Et pourquoi c'est une option qui permettrait de verdir beaucoup plus? Parce qu'en fait, c'est une option, je vais vous en dire quelques mots, d'accord, qui mettrait la Banque centrale au service du financement des investissements publics dans la transition écologique. Mais commençons par les options vert clair. Ben, les options vert clair, si vous voulez, ça consiste en fait à verdir les principales opérations politiques monétaires. Alors, quelles sont les grandes opérations de politique monétaire? Eh bien, les opérations de refinancement, d'accord, les opérations de refinancement des banques qui se font au niveau du taux
du taux directeur, c'est-à-dire que la Banque centrale refinance les banques en leur faisant des prêts de monnaie centrale à un certain taux. D'accord? Ce certain taux, c'est le taux directeur. C'est le taux du refinancement. Vous pouvez très bien imaginer que le taux principal de refinancement dépende de l'empreinte carbone du bilan des banques. D'accord? On pourrait même imaginer en fait que ce soit conditionnel à la part des actifs contribuant à la transition écologique, à la part des actifs verts, à la progression de ces actifs verts au bilan des banques. Donc, vous voyez qu'il y a une correspondance possible, une sorte de conditionnalité, si vous voulez, qui pourrait être mise en place, permettant donc de faire dépendre le taux auquel les banques se refinancent du vert de leur bilan. Vous savez que dans le cadre des opérations de refinancement, la Banque centrale exige également des garanties, ce qu'on appelle des collatéraux, c'est-à-dire des titres que les banques déposent à la Banque centrale. Et que la Banque centrale prend en pension un certain temps, le temps de l'opération de refinancement. Il y a là aussi, il y a moyen de verdir en fait ces exigences de garantie. Il y a moyen de verdir les collatéraux en excluant certains collatéraux, des titres dont on considère qu'en fait, ce sont des titres correspondants qui ont été émis par des secteurs des énergies fossiles ou des secteurs trop émetteurs ou des secteurs trop polluants, etc. D'accord? Donc, ça pourrait passer par des exclusions. Et la Banque centrale pourrait privilégier des actifs qu'on peut considérer comme étant des actifs verts, compatibles avec la transition écologique, d'autant que on dispose bientôt d'une taxonomie verte, définie au niveau européen. Alors, il y a eu pas mal de discussions, de remise en question de cette taxonomie parce que il y a eu débat autour du gaz, et autour du nucléaire. Donc, ça a un peu entamé la crédibilité de cette taxonomie, mais ça veut dire quand même, si vous voulez, qu'on s'achemine vers une sorte de nuancier, comme quand vous êtes dans un magasin de peinture, vous avez un nuancier pour choisir la couleur de votre pot de peinture. Eh bien, on commence à avoir ce type d'instrument permettant, si vous voulez, d'identifier la couleur, entre guillemets, des secteurs d'activité de l'économie, et donc, par définition aussi, la couleur des actifs, des titres émis par ces secteurs d'activité quand ils se financent sur les marchés. D'accord? Ou quand une banque leur fait un crédit. Donc ça, c'est également une option possible. Et puis, troisième option possible, dans les options vert clair, verdir les achats d'actifs. C'est-à-dire faire en sorte que la Banque centrale, alors non plus, si vous voulez, simplement dans ses prises en pension, dans ses prises de garantie, mais dans ses achats fermes de titres, achète des titres dont on peut dire qu'ils sont compatibles avec la transition écologique, ils sont verts, et puis exclut des achats d'actifs bruns. Alors, les achats de titres privés, ce n'est pas le gros des achats d'actifs. Vous savez que ce qu'a acheté massivement la Banque centrale, ce qu'ont acheté massivement les banques centrales dans le QE, ce sont surtout des titres publics, ce qui a facilité le financement des États. Ce qui a facilité indirectement, mais ce qui a facilité. C'est plus compliqué, ce serait plus intéressant, mais c'est plus compliqué de verdir à ce niveau. En tout cas, là, si vous voulez, on serait vraiment dans du vert, un peu entre le vert clair et le vert vif, si on arrivait à verdir les achats d'actifs publics. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que, en fait, ça exigerait, si vous voulez, une coordination assez forte entre la Banque centrale et les États. Ça veut dire que les États définiraient des programmes d'investissement dans la transition écologique, un peu comme ce qui s'est fait dans le cadre des plans de relance, mais avec une dimension vraiment plus grande. Et ils s'entendraient avec la Banque centrale pour que la Banque centrale garantisse des rachats de titres d'emprunt correspondants.
Et vous voyez que s'entendre, bah, ça rompt un peu, si vous voulez, le principe d'indépendance des banques centrales. Vous voyez que c'est là, on est à la frontière du mandat. Certains considéreraient même assez facilement qu'on est de l'autre côté, en fait, de la frontière du mandat. Donc, sur les 3 points, si vous voulez, jusqu'au premier tiré, on est dans le vert clair, on est dans des options compatibles avec le mandat de la Banque centrale. Et puis le dernier, là, on est limite. Ah, pardon. Alors, ces options vert clair, elles ont été examinées par un réseau de banquiers centraux et de superviseurs, réseau qui s'est constitué quelques années après le fameux discours de Mark Carney. Ce réseau, c'est le NGFS, Network for Greening the Financial System. Et quand le NGFS examine ces options, eh bien, on peut ressortir un peu frustré, un peu déçu. En tout cas, c'était mon sentiment. Alors, cet examen se fait en mars 2021. Le NGFS qui mène beaucoup de travaux, mais vraiment, si vous voulez, dans l'approche par les risques, en fait. Donc, beaucoup de travaux, notamment, qui consistent à faire des exercices de stress test. Je ne sais pas si vous connaissez ces exercices-là de stress test en y incluant du risque climatique. En gros, si vous voulez, ça consiste à définir un scénario macro, puis à voir comment est-ce que le secteur bancaire résiste à ce scénario macro stressé. D'accord? Et vous pouvez refaire ce type d'exercice en y incluant du risque climatique. Donc, le NGFS fait ça énormément. Et il ne sort jamais trop de cette approche très quantitative qui consiste à évaluer les risques financiers induits par le risque climatique. Mais donc, dans les travaux du NGFS, il y avait cette évaluation, si vous voulez, des options de verdissement possibles. Et donc, c'est un travail très complet où le NGFS pose plusieurs questions, comment ça. Et une des questions principales qui irritent tout ce travail, c'est est-ce que ça affecte l'efficacité de la politique monétaire? Sans d'ailleurs partir, si vous voulez, d'une analyse de l'efficacité de la politique monétaire actuelle. Et la question, c'est est-ce que le verdissement affecte l'efficacité de la politique monétaire? Est-ce que ça réduit bien le risque climatique, ces options de verdissement? Est-ce que ça... Autrement dit, est-ce que c'est efficace de ce point de vue-là? Est-ce que ça protège suffisamment bien le bilan de la Banque centrale contre le risque climatique? Et puis, est-ce que c'est faisable? Alors, si je résume un peu, dans l'examen du NGFS, en gros, toutes les options vert clair sont des options qui contribueraient à la réduction du risque climatique. Pas de problème de ce point de vue-là. Alors qu'on pourrait se poser des questions. Le vert clair, ça ne verdit pas énormément, d'accord? Mais pour le NGFS, ça verdit bien, d'accord? En revanche, le NGFS attire l'attention sur le fait que ça réduirait l'efficacité de la politique monétaire. Pourquoi? Parce que pour le NGFS, eh bien, toutes ces options, si vous voulez, de verdissement correspondent en fait à un rétrécissement des marges de manœuvre de la politique monétaire. Vous voyez que ça consiste à être plus sélectif dans les achats de titres, dans les prises de collatéraux. C'est beaucoup plus sélectif aussi pour les banques qui vont bénéficier du refinancement. D'accord? Et le NGFS est malin, il nous dit attention parce que les banques qui vont se trouver comme ça exclues de certaines opérations de refinancement parce qu'elles n'auront pas le bilan suffisamment vert pour le faire, pour y avoir accès. Elles pourraient très bien se déclarer discriminées et peut-être qu'on va s'exposer à un dangereux risque de contentieux. D'accord? Donc c'est assez amusant quand même, si vous voulez. Je ne sais pas si vous partagez là mon sentiment un peu agacé par ce risque de contentieux soulevé par le NGFS, parce que le risque le plus grand, au fond, c'est plutôt le risque de responsabilité qu'avait justement souligné Mark Carney. D'accord? Le risque le plus grand, c'est plutôt que des ONG, à répétition, eh bien, attaquent en justice les banques centrales, voire certaines grandes banques, en les accusant d'écocide. D'accord? Et en les accusant d'être coupables, en fait, responsables du dérèglement climatique. Bon, donc, vous voyez que le NGFS, en quelque sorte, réduit
réduit le nuancier, d'accord, parce qu'il a tendance à voir donc, le verdissement de la politique monétaire comme un rétrécissement de la marge de manœuvre des banques centrales, et donc il n'est pas prêt du tout à soutenir toutes les options vert clair, alors que ces options vert clair sont compatibles toutes avec le mandat de la Banque centrale. Vous trouverez une analyse, si ça vous intéresse, une analyse un peu détaillée de cet examen du NGFS. On avait fait ça à l'Institut Lebel, un peu dans le prolongement du passage dans le prolongement d'un dossier qu'on avait consacré à l'action des banques centrales. L'option qui permettrait, si vous voulez, de verdir plus fortement la politique monétaire et qui lui permettrait de contribuer plus fortement à la lutte contre le dérèglement climatique, c'est, de mon point de vue, l'option vert vif. Alors, on n'est pas très nombreux, ça étant, à défendre cette option vert vif. Cette option vert vif, vous la trouvez aussi dans un livre de 2020, le livre de Alain Grandjean et Nicolas Dufresne, qui s'appelle « La monnaie écologique ». Et donc, dans la monnaie écologique, ils défendent ce genre d'options. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut considérer que les options vert clair, que j'ai passées en revue, ne seraient pas suffisantes? Même si, bien sûr, si toutes ces options vert clair pouvaient être mises en place, ce serait déjà un bon pas. D'accord? Et vous avez compris que ce pas, il est encore loin d'être franchi. Pourquoi est-ce que ces options vert clair ne sont pas suffisantes? Parce qu'en fait, dans aucune de ces options vert clair, la Banque centrale ne finance directement la transition écologique. Éventuellement, si on verdissait les achats de titres publics, elle pourrait faciliter le financement de la transition écologique. Et faciliter le financement et financer directement, ce n'est pas la même chose. D'accord? Et l'option vert vif, eh bien, c'est l'option qui consisterait à faire en sorte que la Banque centrale prenne directement à sa charge le financement de programmes d'investissement public. Alors, plusieurs façons de considérer cela. Soit, si vous voulez, la Banque centrale ferait ce qu'elle n'a pas le droit de faire dans son mandat. Elle prêterait directement aux États de quoi financer leurs programmes d'investissement dans la transition écologique. Ça, c'est interdit. C'est interdit par l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les banques centrales n'ont pas le droit d'apporter une assistance financière directe aux États. Le QE, ça contourne un peu ça. C'est de l'assistance financière indirecte. Et c'est pour ça que ça marche, parce que les titres sont achetés sur les marchés secondaires. D'accord? Pas là où ils sont émis, marché primaire, mais là où ils sont revendus, achetés, marché secondaire. L'autre option, toujours dans ce vert vif, ce serait en fait encore plus radical, mais à mon sens, si vous voulez, c'est vraiment le mode de financement qui conviendrait en fait à la transition écologique, c'est du don de monnaie centrale. La Banque centrale émettrait de la monnaie comme elle en émet aujourd'hui, mais pas en la prêtant, ni même en l'émettant pour acheter un titre, comme elle le fait dans le cadre du QE. En fait, elle la donnerait. Elle la donnerait aux bénéficiaires, en l'occurrence les États, pour qu'ils financent la transition écologique. Ce serait, si vous voulez, une monnaie émise pour réaliser des objectifs définis collectivement. D'accord ? Sans contrepartie financière. Donc, sans remboursement à effectuer, sans titre à vendre pour y accéder, mais en revanche, qui engagerait, si vous voulez, le bénéficiaire à réaliser l'action pour laquelle cette quantité de monnaie a été émise. D'accord ? Donc, c'est baptiser cela avec l'auteur Pierre Delandre, avec qui on a réalisé une note sur les transformations monétaires, on a baptisé ça monnaie volontaire. Vous retrouverez également dans une note de la vie des idées un petit résumé de la monnaie volontaire.
Nicolas Dufresne et Alain Grandjean, dans la monnaie écologique, ils n'appellent pas ça monnaie volontaire, mais en fond, ce qu'ils présentent, ça relève de la monnaie volontaire. Les histoires de monnaie hélicoptère, ça rentre aussi dans la monnaie volontaire, sauf que le bénéficiaire dans la monnaie hélicoptère, ce n'est pas l'État, ce sont les ménages, voire possiblement aussi les entreprises. D'accord, mais c'est ce même, si vous voulez, c'est ce même mode d'émission de monnaie. Là, vous voyez que si on faisait ça, eh bien, on sortirait complètement en fait, du cadre de gouvernance des banques centrales. Pourquoi? Parce que ce pourquoi on émettrait cette monnaie, il faudrait le définir collectivement. Ce n'est pas la Banque centrale qui peut décider toute seule dans son coin, alors que ce n'est pas une institution élue. D'accord? Donc, il faudrait le définir démocratiquement. Donc, ça nécessiterait une nouvelle structure de concertation qui mettrait autour d'une, je sais pas voilà, qui mettrait autour d'une même table la Banque centrale, les États, les parlementaires, éventuellement des think tanks, des scientifiques. S'il s'agit de programmes d'investissement dans la transition écologique, il faut des scientifiques du climat qui aient une approche physique et pas simplement une approche économique et financière. D'accord? Parce que c'est la destruction de la planète, c'est physique. Okay, donc, voilà, il faudrait mettre tout ce monde-là, si vous voulez, autour d'une même table pour décider de tel programme. Mais vous voyez que le fond, hein, c'est quoi? C'est mettre le pouvoir monétaire de la Banque centrale, en fait, au service du bien commun, là, en l'occurrence, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Et on peut imaginer beaucoup d'autres objectifs de bien commun. D'accord ? Si par exemple, on considérait dans quelques années qu'il est nécessaire de mettre en place un revenu de base, eh bien, le revenu de base pourrait être financé de cette façon-là. D'accord? Si on n'arrive pas à le financer complètement par l'impôt. D'accord? Ça pourrait relever aussi de la monnaie volontaire. D'accord? Ça sort de notre sujet là. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, transition écologique et transition sociale, ça va de pair. Peut-être que pour faire accepter, si vous voulez, tous les efforts nécessaires pour réaliser la transition écologique, il faudra un revenu de base pour arriver à la transition sociale. Bon, donc si je reviens là à la Banque centrale qui prêterait directement, aux États ou qui donnerait de la monnaie centrale aux États pour réaliser, que les États puissent réaliser de grands programmes d'investissement dans la transition écologique, eh bien, ça permettrait, si vous voulez, d'avoir un mix de financement pour la transition écologique. Il ne s'agit évidemment pas de faire que ça. Ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres financements publics, des financements publics par endettement sur les marchés, des financements privés, mais ça permettrait justement d'avoir un mix de financement. En fait, ce qui est très caractéristique, si vous voulez, quand on regarde les investissements dans la transition écologique, c'est que vous avez d'un côté un excès d'épargne, et puis d'un autre côté, eh bien, vous avez un sous-investissement dans le climat, puisque même si on prend vraiment les évaluations les plus prudentes qui soient, en tout cas les plus conservatrices, eh bien, les investissements climat, notamment ceux estimés sur la base de la stratégie nationale bas carbone de la France, c'est son scénario de base, c'est sa stratégie de base, eh bien, ils devront passer, selon I4C, c'est un petit centre d'études qui travaille sur ces questions-là et qui dresse chaque année un panorama des investissements climat nécessaires, mais ils devront passer de 23 à 60 milliards annuels dans le secteur privé et de 10 à 30 milliards annuels d'ici 2030 dans le secteur public. Donc et c'est vraiment une évaluation très conservatrice, encore une fois. Donc c'est le minimum. Et vous voyez que même avec ce minimum, en ne considérant pas toutes les dimensions de la transition écologique, vous avez un sous-investissement privé et public dans le climat. Et vous avez ça malgré un excès d'épargne, par exemple. D'accord ? En fait, vous avez pour certains types de projets, notamment les projets dans les même si pourtant ça ne progresse pas suffisamment, mais dans les énergies renouvelables, par exemple.
n'y a pas trop de problème de financement. Il y a un modèle économique qui commence à bien fonctionner. Et parce que, si vous voulez, ce sont des projets qui sont rentables. En fait, si vous plantez des éoliennes, eh bien, après, vous faites une production d'électricité avec. Il y a des flux financiers associés à cette production d'électricité. En revanche, si vous avez dépollué les océans, ça coûte, est-ce que ça rapporte? Bien sûr que non, ça ne rapporte rien. Et en fait, vous avez plein, si vous voulez, plein d'investissements à réaliser dans la transition écologique qui coûtent mais qui ne rapportent pas. D'accord? Et précisément pour tout ce qui ne rapporte pas, eh bien, on a besoin de créer une monnaie dont on n'attendra pas qu'elle soit remboursée. Vous voyez? Parce que ces investissements ne vont pas créer de quoi les rembourser. C'est en ça qu'il faut transformer la monnaie pour ce type d'investissement. Donc, faire prendre en charge par la Banque centrale une partie des dépenses d'investissement public dans le climat, ça ne veut pas dire, si vous voulez, donner de la monnaie centrale pour tout monétiser toutes ces dépenses d'investissement dans le climat, mais ça veut dire identifier celles qui sont absolument indispensables, mais qui ne rapportent pas. D'accord? Qui n'auront pas une rentabilité financière permettant de réaliser ce financement par des solutions de marché. Donc, voilà, si vous voulez, en substance, l'idée. Alors, très rapidement, je ne sais pas où j'en suis, mais j'imagine que... Bon, ok. Est-ce que les banques centrales joignent les actes à la parole? Je vous ai dit changement de discours dans un premier temps. Dans le deuxième temps, je vous dis, voilà l'éventail des possibles, avec une partie de l'éventail compatible avec le mandat. Et je dis, bon, quand les représentants des banques centrales à l'intérieur du NGFS regardent ça, ils rétrécissent un peu l'éventail. Et puis, je vous ai dit, en fait, à mon sens, la véritable option, celle qui permettrait vraiment de mettre les banques centrales au service de la transition écologique, c'est le verbiage. Mais ça, c'est le moins réalisable à court terme. On a le droit de rêver un peu, d'accord? Et puis, après, les choses impossibles peuvent devenir possibles. Maintenant, revenons un peu sur Terre et puis voyons ce que font concrètement les banques centrales. Alors, est-ce qu'elles joignent les actes à la parole? Si vous suivez un peu l'actualité de la Banque centrale européenne, eh bien, elle a réalisé pour la deuxième fois, en fait, de toute son histoire, une révision stratégique qu'elle a rendue publique en juillet de l'an passé. Et dans cette révision stratégique, eh bien, le climat avait été placé en avait eu, si vous voulez, une place de choix, était placé au cœur, d'accord, de cette révision stratégique. Donc, on attendait beaucoup, en fait. On pouvait se dire que la Banque centrale européenne prendrait vraiment des dispositions fortes pour verdir sa politique monétaire. Bon, alors, elle a annoncé des choses. Elle a annoncé des choses relativement au verdissement de la politique monétaire, en fait, des petites choses. Et c'est bien plus petit que les options vert clair que je vous ai présentées tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qu'elle a annoncé? Elle a dit que dans ses programmes d'achat de titres privés et dans les titres qu'elle prend en garantie, eh bien, elle ne prendrait que des titres ayant fait l'objet d'un reporting climatique. Bon, très bien, ça va sans doute permettre de diffuser, si vous voulez, ces obligations de reporting qui, par exemple, en France, sont déjà obligatoires. Cela étant, le reporting climatique pour les entreprises qui consiste en fait à fournir des informations relatives à leurs émissions de carbone, etc., ça ne les engage pas du tout à les réduire. C'est bien de prendre des titres émis par des entreprises qui ont respecté ces obligations de reporting, mais ça ne garantit pas du tout qu'il s'agit bien d'entreprises qui sont compatibles, si vous voulez, avec la transition écologique, qui sont suffisamment. Tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire verdissement des opérations de refinancement, verdissement véritablement des achats de titres au-delà de ces obligations-là de reporting, ça, ce n'est pas considéré par la Banque centrale européenne. En tout cas, pas pour le moment.
Ce qui va verdir, en revanche, eh bien, c'est tous les indicateurs utilisés, d'accord, les modèles, les tests de résistance que j'ai appelé tout à l'heure, les stress tests. Donc, toute une batterie d'indicateurs qui vont devenir vert clair, si vous voulez, un peu pour prendre la mesure de l'étendue du désastre, mais jamais véritablement pour agir contre ce désastre annoncé. Et en plus, la feuille de route, elle s'étale sur plusieurs années parce que tout ça va prendre, ça étant, on sait bien que ça prend du temps, hein, mais ça s'étale jusqu'en 2024. D'accord ? On a, d'après le GIEC, on a une dizaine, une quinzaine d'années pour agir. Pas plus. D'accord ? Donc chaque année compte. Chaque année qui recule l'action, eh bien, c'est vraiment une année de perdue et une année qui nous rapproche du désastre. Il y a une banque centrale qui se distingue un peu parmi toutes, qui est plus engagée que les autres, c'est la Banque d'Angleterre. D'abord, ça a été la première banque centrale à publier l'empreinte carbone dans son bilan. D'accord ? Donc, elle l'a fait à partir de 2020, puis elle a recommencé en 2021 et ça s'installe. C'est la première banque centrale à le faire. Elle a lancé un grand stress test climatique au mois de juin de l'année dernière, auquel l'ensemble des banques britanniques sont soumises. Et puis, elle a également décidé de verdir ses achats de titres privés. Donc, encore une fois, les titres privés, ce n'est pas le gros, si vous voulez, des opérations d'achat de titres. Elle a décidé ça à un moment où les banques centrales s'engageaient plutôt à réduire leurs opérations d'achat de titres. Encore une fois, avec la situation actuelle, peut-être qu'on va de nouveau avoir besoin de ces opérations, d'accord, pour soutenir l'économie, pour soutenir également le financement des États. Mais bon, là, il s'agit des titres privés. Et ce qu'a annoncé également la Banque d'Angleterre, c'est qu'elle était même prête à discuter avec le Trésor pour appliquer des critères climatiques à ses achats de titres publics. Donc, vous voyez que c'est celle qui ouvre le plus l'éventail du verdissement. Conclusion ? Je suis dans les temps Bon, ok. Alors, réel changement de discours quant à la nécessité de prendre en compte le risque climatique, quant à la nécessité d'agir, d'accord, pour le climat. Alors, c'est perceptible dans le monde entier. Toutes les banques centrales, si vous voulez, ont quand même largement modifié leur discours à propos du climat. Là, si vous avez suivi l'actualité toute récente aux États-Unis, la personne dont j'ai oublié le nom, qui avait été choisie par Joe Biden pour devenir la vice-présidente de la Fed, a finalement dû démissionner, dû retirer sa candidature parce qu'elle n'a pas été soutenue par les membres du Sénat américain. C'est dommage parce qu'elle faisait partie de ceux qui étaient conscients, d'accord, de cette nécessité d'agir. Donc, il y a peut-être un petit mouvement de recul là, du côté de la Fed, mais même, pourtant, si vous voulez, même à la Fed, il y avait quelques discours qui témoignaient de la prise de conscience, d'accord, de la Banque centrale. Peut-être un léger rafraîchissement actuellement. Le problème, cela étant, de manière générale, c'est que les banques centrales peinent quand même à joindre les actes à la parole. On s'achemine au mieux vers du vert très, très, très clair. D'accord ? Il y a un tout petit sous-ensemble, en fait, du vert clair. Quand il faudrait, au contraire, si vous voulez, ouvrir tous les ventails à des options vert clair, et même, me semble-t-il, aller vers du vert beaucoup plus vif, si on veut vraiment mettre le pouvoir monétaire de la Banque centrale au service de la transition écologique. Alors, ce vert vif, pour l'instant, il est totalement exclu de la réflexion des banques centrales. C'est bien normal parce que les banques centrales raisonnent à l'intérieur de leur mandat. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas aux banques centrales de nous dire qu'il faut du vert vif.
c'est à nous, hein, citoyens, citoyennes, de comprendre la nécessité de ce vernis et de parler à nos parlementaires qui nous représentent pour qu'eux-mêmes, si vous voulez, envisagent ce type d'option. Donc voilà, pour le moment, on est dans une action qui est très en deçà de l'urgence climatique. Il faudrait que les banques centrales agissent beaucoup plus, qu'elles mettent leurs actes en cohérence avec leurs paroles. Et peut-être que vos questions nous y amèneront, mais la transition écologique, et donc, si vous voulez, le fait de mettre les banques centrales au service de cela, eh bien, il me semble que c'est la réponse à apporter aux évolutions macro du moment. Je le dis autrement, en fait, si on veut venir à bout de cette inflation qu'on n'avait pas vu venir, si on veut venir à bout de cette inflation qui est tirée par les prix de l'énergie, par les prix des matières premières, eh bien, il faut une transition énergétique, il faut une transition écologique, plus largement. Sinon, eh bien, on continuera, si vous voulez, d'être largement perturbé par ces évolutions de prix.